Salut tout le monde, Bruno. On va reprendre un petit peu notre travail d'analyse, celui qu'on a fait hier, puis par le passé, évidemment, on a couvert là, plusieurs topics. On va toujours, la formule en fait que j'aime beaucoup adopter, c'est un petit peu de fondamental, un peu à chaque rencontre. Puis éventuellement, on fait un travail qui est axé beaucoup plus sur l'analyse technique, puis ça nous permet de gagner en efficacité. Donc c'est un peu ma méthode à moi, puis j'essaie de vous partager ce que je fais. Donc par la bande, ça va être la façon de fonctionner. Maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir en particulier, comme je vous l'ai dit hier et comme je vous le répète aujourd'hui, vous nous le signalez, puis ça va nous faire un plaisir de travailler dans votre direction. Le but de la chaîne, évidemment, c'est de partager. On est des passionnés de trading, puis on a le goût, en fait, d'avoir des gens autour de nous qui vont embarquer un petit peu dans la dynamique. Les enjeux géopolitiques, évidemment, il n'y en a pas des nouveaux à tous les jours, mais il y a quand même un raffinement qui se fait dans le temps. Puis aujourd'hui, on va essayer de couvrir ça. Donc, dans les 5 enjeux que j'ai choisis, évidemment, il y a toujours un bias là-dedans. Vous pourriez me dire qu'il y a certaines choses, certains éléments que j'ai oubliés. Vous auriez raison. Mais on va quand même regarder un petit peu comment les chevaux s'est construit, quels sont les points de tension actuellement, puis quelles conséquences ça pourrait avoir sur le court moyen terme. Parce que pour nous qui faisons du day trading et du swing trading, c'est principalement ça qu'on fait, comprendre ce qui se passe sur l'échiquier mondial nous permet de prendre des positions qui sont beaucoup plus affûtées, intelligentes. Et puis, après ça, on peut penser des stratégies qui tiennent la route. Donc, tension Israël-Iran, c'est pas terminé. Évidemment, Israël se bat, est en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie. Il y a des crimes sans nom qui se commettent en ce moment. Et puis, ça aussi, ça va avoir des conséquences. Mais il y a quand même un bras de fer qui a commencé à jouer avec l'Iran. Les Américains ont embarqué dans le topo récemment. Il y a eu des bombardements. On a voulu en fait, éliminer le programme nucléaire iranien, ce qui ne peut pas être fait d'aucune façon. Donc, les Iraniens, éventuellement, vont réussir à retrouver leur potentiel nucléaire aux grandes dames d'Israël. Et puis, c'est sûr qu'en ce moment, ils vont faire profil bas. Mais il y a quelques semaines encore, les Iraniens menaçaient de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Et ça, c'est plus de 25% du pétrole mondial qui passe par là. Donc, les Iraniens ont la possibilité d'être une grande nuisance à ce niveau-là. Depuis le bombardement américain, on comprend qu'il y a eu un gros ralentissement au niveau de leur velléité de s'engager de cette façon-là. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas agir actuellement que le feu a cessé de couvrir sous le bois. On peut dire qu'avec Israël, l'âge de guerre est déterré et pour de bon. Et je crois sincèrement que plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir des coups d'épaule qui vont être donnés à Israël par rapport à ses politiques génocidaires en ce moment, plus éventuellement l'Iran va profiter de cette situation-là. Donc c'est ça qui est un peu compliqué dans la dynamique mondiale, dans la géopolitique, dans les jeux de force. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on est contre quelqu'un qu'on est pour l'ennemi. Et c'est pas parce qu'on est pour l'ennemi qu'on est contre le premier. Il peut y avoir toujours beaucoup de complexité dans les litiges, si on veut. Pour nous, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une déstabilisation qui se poursuit à ce niveau-là, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau du pétrole, c'est certain que ça va chier sur les murs. Et à ce moment-là, pour ceux qui sont dans les commodités, qui tradent des futures, pour ceux qui tradent le pétrole avec des options, ou ceux qui ont des ETF qui sont sur les commodités, ça peut devenir extrêmement intéressant. Donc, la géopolitique conditionne, après ça, le mouvement des marchés. Donc, c'est préoccupant ce qui se passe là parce que ça crée quand même beaucoup de volatilité au niveau des marchés, mais aussi sur le plan mondial, ça pourrait déraper quand on additionne ce problème-là à toutes les autres qu'on va lire dans les prochaines minutes. Guerre en Ukraine, évidemment, là, il y a M. Trump, son échéance
à M. Poutine prend fin dans quelques heures. On va voir de quelle façon Poutine et son équipe vont prendre le relais, de quelle façon ils vont répondre aux ultimatums de Trump, qui sont des ultimatums un petit peu là, biaisés parce que Trump favorise grandement la Russie. Il leur a laissé toutes les chances malgré tout. Mais dans les dernières heures, Trump a quand même déployé des sous-marins nucléaires. En fait, il était sûrement déjà très près de la Russie, mais là, il a spécifié que ces sous-marins-là allaient être amenés près de la Russie en backup, suivant les menaces nucléaires que les Russes ont faites à outrance. Et c'est drôle parce que dans les dernières heures, Lavrov est sorti en nous disant que les Russes n'avaient jamais menacé qui que ce soit et de cette façon-là avec l'arme nucléaire et que ce que les Américains faisaient en ce moment, c'est dangereux, c'est un jeu dangereux. Bon, on voit un peu la méthode Poutine. Il y a le maître à penser de M. Poutine actuellement sur le plan stratégique, sur le plan de la géostratégie, s'appelle Dugin. Je vous invite, il n'y a pas de livres en Occident qui sont publiés en son nom, mais vous pouvez avoir un PDF traduit sur son œuvre. Et là, vous allez voir vraiment de quelle façon la Russie utilise finalement certaines stratégies pour toujours nous mettre à mal, toujours passer pour la victime, puis nous présenter comme étant le grand méchant loup. Donc, ce n'est pas tout à fait comme ça, évidemment. Donc, l'échéance prend fin dans quelques heures. On va voir, évidemment, qu'est-ce qui va arriver de la situation ukrainienne. C'est préoccupant. Il y a beaucoup de pays qui se sentent menacés. La Pologne en est un, la Finlande en est un autre. On voit qu'il y a un battage actuellement. Et dans les dernières heures, il est arrivé quelque chose, on va en parler plus loin, c'est le fameux drone russe qui a été dans l'espace de la Lituanie. Puis ça a fait vraiment un gros branle-bas de combat. Ça, c'est la géopolitique maintenant. C'est quelque chose qui a touché le monde cette semaine. On va en reparler dans quelques minutes. Donc, menace nucléaire, évidemment, ça peut très rapidement déraper de part et d'autre. Et puis, le stress sur l'OTAN est extrême. Donc, les pays qui sont membres de l'OTAN se sentent l'obligation actuellement de s'investir dans le réarmement, puis potentiellement de penser se défendre ou intervenir à court moyen terme. Rivalité US-Chine, évidemment, c'est pas nouveau. Il y a vraiment une levée de bouclier dans les deux sens. Les nouvelles vagues de tarifs, là, évidemment, c'est l'arrière-fond qui conditionne tout ça. La Chine a des velléités sur Taïwan, vous le savez, du fait des microprocesseurs, et elle considère qu'historiquement, cette île-là lui appartient. Les Australiens, les Américains et finalement une partie du monde occidental se préparent probablement à porter main forte aux Taïwanais si jamais la Chine rentrait dans le pays. Mais dans le contexte actuellement, il y a tellement de disturbance, il y a tellement de haut et de bas que les Chinois vont ultimement tenter le tout pour le tout. Et on voit vraiment qu'ils ont envie de faire le saut, mais ils ont certaines réserves aussi. Parce que, évidemment, les Américains sont toujours capables de faire pression et puis ça a un impact. On parlait des tarifs. Il y en a pour le Canada. Il y en a pour l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, était à 25 M. Trump a augmenté ça à 50 parce que le pays s'est abreuvé de pétrole russe et ça a déplu à l'administration Trump. Donc, c'est quand même des très gros tarifs. Le Mexique, le Canada, la Chine, tout le monde est touché par les tarifs actuellement. Et puis, les chiffres commencent à parler. On voit que la méthode Trump à ce niveau-là n'est pas nécessairement positive. Ça crée, évidemment, l'instabilité sur le plan mondial. Et aux États-Unis aussi, ça commence à briser les chaînes d'approvisionnement. On va voir dans les prochains mois qu'est-ce qui va émerger de tout ça, mais on peut penser que ça ne sera pas très, très beau. Quand bien même qu'il y a des gens qui nous disent actuellement que c'est fantastique, que c'est les meilleures politiques à suivre, et ainsi de suite. Menaces numériques technologiques, les cyberguerres, l'utilisation de l'IA comme arme géopolitique, on le voit de plus en plus. Il y a des rivalités, évidemment, entre certains pays et on utilise finalement les nouvelles armes, les nouvelles technologies
pour arriver à nos fins. Donc, la Russie qui est intervenue dans l'élection américaine, les Américains font aussi des choses dans ce sens-là. Israël, tout le monde, en fait, s'empresse de prendre à bras-le-corps les nouvelles technologies pour essayer de nuire à leurs ennemis naturels. Et on n'est pas à l'abri maintenant d'une cyberattaque, que ce soit pour les données informatiques ou carrément la vie maintenant est gérée par des algorithmes et tout dans les villes. On pourrait à un moment donné jouer avec l'électricité des grandes villes, la filtration des eaux. Les êtres humains, on a besoin de boire de l'eau. Et tout ça, maintenant, est géré par des ordinateurs super puissants. On n'est pas à l'abri, à un moment donné, d'un mauvais coup à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Le climat, ça serait le 6e, mais on en a déjà parlé. Donc, c'est évident que le climat, actuellement, c'est un enjeu principal. Et quand vous pensez à un problème, pensez aussi aux compagnies qui éventuellement vont tenter d'amener des pistes de solutions, qui sont des venture capital en ce moment. C'est des compagnies qui sont à leur premier pas, mais éventuellement qui pourraient prendre le relais et devenir très, très importantes sur les marchés. On pense par exemple aux jeunes qui, à l'âge de 24 années, avaient pensé un device, une invention pour filtrer l'eau de la mer, les plastiques, ainsi de suite. Et il est très efficace en ce moment. L'invention est fonctionnelle. Et cette personne-là, éventuellement, probablement que son travail va rentrer dans le marché public, ou en tout cas ses concurrents, puis on va pouvoir trader finalement ces compagnies-là. L'enjeu de la semaine, ça c'est en fait un petit bonus que je vous donne, c'est justement ce qui est arrivé cette semaine avec le drone russe qui a violé l'espace aérien lituanien. La Lituanie est membre de l'OTAN. Donc actuellement, il y a plus de 38 pays qui sont intéressés à intervenir à ce niveau-là, économiquement, militairement et à d'autres niveaux, parce que la Lituanie a subi cette menace-là des Russes. Et le drone était armé. Donc ça crée vraiment grosse polémique, gros problème. Ça crée de l'escalade, ça conditionne une escalade qu'on ne veut absolument pas. Il y a des répercussions évidemment aussi diplomatiques, on comprend bien ça. Et qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Personne ne le sait. Mais quand on additionne les problèmes, à un moment donné, on se retrouve avec des sommes qui peuvent être assez spectaculaires. Donc ça, pour la géopolitique, on vient de faire le tour. Et puis, après ça, on va pouvoir aligner notre travail sur les ETF. Aujourd'hui, on va voir 3 ETF ensemble qui sont intéressants parce que je vais vous reparler vite fait de l'or, de la devise américaine, des technologies, le domaine des technologies. Et trader ces secteurs-là d'activité à travers des ETF, c'est très intéressant parce que pour un prix moindre, vous pouvez vous engager sur le dollar ou contre le dollar, sur l'or ou contre l'or, ainsi de suite, et profiter pleinement des mouvements du marché. Et là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de poids sur le dos des marchés. On va le voir plus tard. Juste en passant, j'ai oublié le conflit en Afrique, Soudan, puis dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un gros risque de déstabilisation à ce niveau-là, puis ça va impacter la région, évidemment. Encore une fois, ce qui se passe sur le plan local va cascader et puis amener des changements dans l'économie, amener des changements sur le plan diplomatique. Vous voyez un peu le topo. Je vous fais un petit résumé parce que c'est important quand même d'avoir des lignes courtes pour bien comprendre ce qui se passe. Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, ça représente une source de risque globale. Vous l'avez bien saisi. L'Europe de l'Est demeure sous tension à cause de l'Ukraine, c'est évident. Le commerce mondial est fragilisé par les tensions américaines chinoises. L'Afrique reste vraiment un problème parmi les autres problèmes parce que les conflits régionaux, à un moment donné, peuvent amener certains pays à s'impliquer dans ces conflits-là et ça peut créer encore, au niveau de l'approvisionnement, des problèmes parce que l'Afrique, c'est vraiment un pays qui fournit beaucoup de matières premières à tout le monde. Et puis, les cybersécurités, l'IA en ce moment, et les incidents que
ça peut perpétrer. C'est au cœur de nos préoccupations. Donc, c'est le résumé des résumés. On va commencer dans pas long à regarder nos ETF. Et puis, je vous le dis tout de suite, dès demain, je vais vous proposer quelque chose qui ne se fait pas sur les sites normalement. Je vais vous expliquer comment les hedge funds fonctionnent pour penser leur position, protéger leur position, et je vais y aller en détail. Donc, je ne vous donnerai pas quelque chose de banal, ça va être de quoi de complexe. Et puis, vous allez pouvoir à ce moment-là un peu mieux comprendre comment les professionnels fonctionnent quand ils prennent position pour se protéger ou carrément pour attaquer le marché, pour en bénéficier autant que faire se peut. On va reprendre notre travail avec des ETF. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne veux pas vous expliquer c'est quoi un ETF parce qu'il y a des grosses variables entre un ETF et un autre, mais j'en ai pris un par rapport à la devise américaine, j'en ai pris un par rapport aux technologies, puis j'en ai pris un par rapport à l'or. Je dois vous dire qu'actuellement, si on regarde l'or, il y a un consensus de la part des gros joueurs, on parle des institutionnels ici, et 60% de ces gens-là croient que la devise américaine est surévaluée et que dans le temps, il va y avoir une correction qui va se faire, qu'il y a des problématiques au niveau de la devise. 164 responsables de fonds représentant 386 milliards de dollars se sont prononcés à ce niveau-là. C'est le fameux 60% dont je vous parle. Et puis, il y a les 2 tiers de ces gens-là qui considèrent que la devise américaine est vraiment surévaluée. Donc, c'est quand même, on sent qu'il y a des préoccupations. Et demain, on va expliquer comment, quand les gros joueurs ont l'impression que la devise américaine va chuter, comment ces gens-là vont investir massivement dans l'or, sur les fonds. Vous allez voir un peu comment ils travaillent, là, leur setup, pour essayer de maintenir le bateau à flot et de ne pas couler quand tout le monde autour d'eux se noie. Ça va être super intéressant à ce niveau-là. Donc, M. Trump, évidemment, avec ses changements de cap, ses tarifs qui changent à l'intérieur d'une journée, peut passer de 25 % comme il l'a fait avec l'Inde à 50 %, bien, il n'aide pas du tout la mécanique des choses. Et puis, comme il est intervenu et qu'il a limogé la dame qui travaillait pour le Statistic Labours durant le Non-Farm Payroll ce dernier vendredi, premier vendredi du mois, bien, ça aussi, c'est une nature à vraiment casser les genoux du marché. On l'a vu dans d'autres pays, en Grèce, sous Tsipras, on l'a vu aussi en Argentine, c'était Kirchner, et ces gens-là, à un moment donné, se sont permis de rentrer dans cette espèce d'univers parallèle-là à l'État, et ils sont cassés le nez. Il y a eu des conséquences parce qu'il y a un désengouement pour la devise à ce niveau-là. M. Trump risque de payer le prix. Ça fait longtemps que notre type fait à peu près n'importe quoi. Tranquillement, pas vite, j'ai comme l'impression que la réalité le rejoint. Quoique, si on regarde les stats, il y a seulement 5 % de son auditoire qui l'a abandonné. Donc, les appuis pour Trump actuellement aux États-Unis, malgré tout, restent quand même très, très, très élevés. Il ne faut pas raconter d'histoire, il ne faut pas s'imaginer des scénarios qui n'existent pas. Trump est en poste, il est plébiscité encore par une grande portion de la population. C'est sûr que quand on parle de MAGA, là, on parle d'un culte, mais il y a aussi beaucoup de gens dans différents États qui le soutiennent encore. Ils ne sont pas contents de tout, mais globalement, ils préfèrent aux démocrates. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là pour ceux qui s'intéressent à la politique. Puis, évidemment, il y a des enjeux sociaux aux États-Unis qui sont un petit peu balayés sous le tapis. Et ça aussi, ça pourrait à un moment donné réveiller le tigre. Puis, à un moment donné, bien, la population, globalement, pourrait commencer à rugir. On sent que ça se fait, mais pas à la vitesse qu'on aurait pu penser. C'est intéressant de voir comment les gens restent passifs malgré tout. Donc, comme on a dit que l'or risquait de monter, attendez un petit peu. OK. Donc, si l'or monte, il y a des bonnes chances que la devise descende. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder un ETF qui, vous l'avez ici, c'est SPDR. OK. Donc, vous pouvez acheter SPDR pour le prix que vous voyez dans la marge ici. On est rendu présentement, je ne vois pas bien le prix, à 638 $ si je ne me trompe pas. On est là. La journée de trade est finie
parce que ça, c'est les marchés réguliers, c'est pas comme le marché du Forex. Donc, ce qu'on voit là, c'est un graphique qui s'est arrêté aujourd'hui. On a eu globalement, en daily, on a une journée qui était positive. On voit que ça a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup récemment. Donc, la devise, malgré ce qu'on a dit antérieurement, continue quand même à faire son forcing. Ce qu'on voit ici, c'est un volume profile. Pour ceux qui connaissent ça, on s'est éloigné du point of control. Donc, notre point of control est ici. Ce qui veut dire que cette zone-là, c'est la zone où il y a eu le plus de transactions dans les derniers jours. Et là, le marché est passé au-dessus de cette résistance-là et a été chercher des liquidités qui s'éloignaient du prix médian, qui est celui-ci. Il y a eu un travail qui a été fait, un reset, puis là, on semble remonter. Il y a peut-être du price action en cours, mais comme on commence à voir que les tarifs rentrent en action, que le marché risque d'être un petit peu plus nerveux et qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, je ne suis pas persuadé, moi, qu'on va revenir toucher le ISI ici. J'ai plus l'impression qu'on va remonter pour peut-être mieux redescendre. Donc, comme je vous disais hier, je ne suis pas devin, mais il va falloir regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'est-ce qui se fait. Au niveau de notre ADX, qui est un outil intéressant au niveau de la direction des marchés, bien évidemment, on est ici dans un mouvement baissier. C'est un outil secondaire, donc ce n'est pas ça qui va conditionner nos décisions, à savoir si on achète ou on vend notre stock. Et puis, quand on regarde, admettons, deux outils que j'aime beaucoup, là, il y en a un qui s'appelle le All. C'est un moving average complexe. Il y a trois types de moving average qui sont packagés. Vous irez voir sur Investopedia si vous voulez connaître la mécanique de la chose. Vous allez pouvoir avoir en détail les calculs qui sont faits, quel type de moyenne mobile la Hall utilise pour se construire. Et puis, on a un outil qui a été pensé par Belayak, qui est une espèce de trader marocain qui prétend qu'il a inventé cet outil-là à coût de millions de dollars. Ce n'est pas du tout le cas parce que c'est ni plus ni moins qu'une Hall, mais qui est variable, qui n'est pas tout à fait pareille comme celle initialement qu'on utilise sur les marchés. Et j'aime utiliser les deux en contraste parce que ça me permet à ce moment-là, avec mes outils secondaires, de mieux gager mes positions. Moi, quand je travaille, quand on travaillait chez Orbital Trading antérieurement, maintenant avec Dr. Uptrend, parce que je travaille maintenant en mon nom, pour mon nom, et j'ai une façon d'approcher les marchés. Je travaille toujours avec ce que j'appelle les outils de base, qui sont des outils qui ne nous mentent pas sur le marché. Puis ensuite, j'implémente avec les outils secondaires, qui sont des outils qui utilisent des calculs, les closes, des journées antérieures, les open, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces outils-là sont très, très, très efficaces pour nous donner finalement une idée générale des conditions de marché. Pas des conditions, mais du mouvement des marchés. Mais ça ne vaut jamais, un travail qui a été fait au préalable avec les outils de base. Outils de base d'abord, outils secondaires ensuite. Quand j'ai les conditions avec les outils de base qui sont au rendez-vous, à ce moment-là, je regarde mes outils secondaires et là, ça m'aide beaucoup, beaucoup à prendre mes positions. Quand je travaille avec les deux moyennes mobiles, je n'ai pas réinventé la roue. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette méthode-là, mais j'aime beaucoup, beaucoup voir un croisement de mes moyennes. Donc, si vous regardez dans le graphique, j'ai une ligne bleue ici. Ça représente la moyenne mobile de M. Belayak, et puis Belayat. Et puis, si, admettons, j'ai à prendre position là-dessus, bien, je regarderais probablement, je vais vous donner un exemple. Actuellement, on est en daily. Si on regarde antérieurement ce qui s'est passé, il y a eu ici. Évidemment, c'est toujours facile à faire une lecture antérieure des marchés puis prédire ce qui va se produire après, puisqu'on le voit devant l'écran. Mais moi, je m'engage à faire des trades avec vous live et puis à vous donner un peu mes idées sur ce qui risque de se passer. Évidemment, c'est un partage. Je ne peux pas vous dire de faire quoi que ce soit. Je vous donne seulement les idées que j'ai des potentialités du marché. Donc ici, vous voyez, il y a eu définitivement une espèce de W, qui est une figure chartiste, avec une ligne de coup qui a brisé à peu près ici. On pourrait dire aussi qu'il y a peut-être eu un Head and Shoulders. On aurait une ligne de coup, auquel cas ici.
Dans les deux cas, on a eu une figure chartiste. Et puis, suivant cette inversion-là, qui a été conditionnée par ces patterns-là, on pourrait dire ici, il y a du monde qui aurait pu voir juste un wedge ici. Donc, vous voyez qu'il y a deux lignes qui sont concomitantes, qui sont très près les unes, l'une par rapport à l'autre. Puis, il y en a une un petit peu plus haut. Si on avait appris à prendre une position ici, suivant là, certains signaux clairs, on aurait perdu un petit peu de la force du marché, puisqu'en la prenant ici, contrairement à ici, bien, il y a quand même un écart là, important. On est en délit, souvenez-vous-en. On aurait pu prendre position à quelque part sur ces trois niveaux-là. Et puis, on avait déjà eu un changement de couleur dans la hall ici. Donc, ça nous montrait effectivement qu'il y avait un renversement. À partir du moment où on arrivait ici, là, on commençait à voir notre hall s'inverser. Et puis, il y a eu un croisement de la moyenne de M. Belayat qui s'était fait antérieurement. Donc, du point de vue des outils secondaires, on avait une réponse ici qui était intéressante. Puis, du point de vue des outils de base, si on regarde seulement la configuration en double bottom ou en head and shoulders, on aurait pu peut-être prendre position ici ou ici. Puis, évidemment, il y avait d'autres choses à regarder. Quand on a remonté, suivant la grande descente qui avait été faite ici, on avait devant nous le bulk, ce qu'on appelle le point of control. Le point of control, c'est l'endroit où il y a eu le plus de transactions dans les derniers jours, mois. Et les espèces de réglettes que vous voyez bleues et jaunes ici, là, cette espèce de celles qui sont les plus longues autour du point of control, ça représente la zone c'est une zone de haute tradabilité. Donc, évidemment, cette zone-là s'est construite aussi quand on s'est mis à danser dans ce niveau-là. Donc, quand on a percé ici, on n'avait pas encore nécessairement, au niveau de notre volume profile, toutes les réponses, mais il y a des bonnes chances, compte tenu qu'on avait travaillé beaucoup dans ce secteur-là ici antérieurement, des bonnes chances que notre point of control était autour de ce niveau-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris du galon, on est venu retravailler où on était antérieurement, il y a eu consolidation, puis ensuite on s'est mis à remonter. Et du point de vue de nos secondaires, on avait à ce moment-là une réponse qui était assez claire. Puis le marché actuellement a tenté de se construire et on va chercher des liquidités qui sont de plus en plus éloignées que celles qu'on avait à ce niveau-ci. Est-ce qu'on va monter plus haut que la ligne? Peut-être que oui. Comme je vous dis, moi, mon impression, c'est qu'on pourrait peut-être s'essouffler avant. C'est du 60-40. Donc, je ne suis pas sûr à 100 %. Puis si on se met à dépasser ce niveau-là, oui, absolument, je serais intéressé à trader si les conditions s'y prêtent. C'est toujours une question de, quand j'ai mon signal, qu'est-ce que je vois sur le marché, comment je peux interpréter les choses, quels sont les indicateurs qui me donnent des bonnes réponses, puis antérieurement, quels sont les outils de base qui me donnent les signaux que je veux avoir lorsque je m'engage sur une trade. Donc, ça reste quand même intéressant, mais on sait que la devise, à cause des tarifs, à cause de ce qu'on a dit au niveau des macros antérieurement, qu'elle risque quand même de planter. Est-ce que ça va se faire cette semaine? Semaine prochaine? On ne peut pas le savoir. On doit suivre le marché au préalable. On va regarder maintenant un ETF qui est consacré essentiellement aux technos. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. On est ici en 1 heure. On va le laisser en heure. C'est très bien. On voit les technos actuellement, on est dans la date quand on arrive jusqu'à octobre. Souvent, historiquement, c'est là où ça périclite un peu. Et là, les technos subissent des pressions énormes du fait du contexte. Le contexte géopolitique les affecte grandement. Ce qu'on voit dans les dernières semaines, ou dans les dernières heures plutôt, on pourrait le mettre pour le fun en 4 heures, juste pour voir un peu ce qui se passe. Donc, vous voyez que récemment, il y a eu quand même une bonne correction qui s'est faite. Cette correction-là s'est faite évidemment avec le non-farm payroll. Puis là, on vient retravailler à peu près à 50 % de ce niveau-là. On est venu refermer le gap. Et là, ce qu'il faut... Puis là, on voit qu'on travaille en range. Donc, quand on regarde en daily, c'est ça qu'on voit principalement. Notre Hall nous a donné un signal comme quoi les choses allaient se précipiter à la baisse.
Notre ADX qui nous aide à anticiper, à travailler les mouvements directionnels, nous dit, lui, que ça ne va pas très bien. Mais ces outils-là, qui travaillent sur plusieurs jours combinés pour nous donner une réponse claire, malheureusement, ne sont pas toujours aussi clairs qu'on le voudrait. Il faudrait nécessairement avoir une cassure à peu près à ce niveau-là, ou un peu plus bas, ça représente là, une espèce de support. Ça serait un signal qui serait intéressant. Et puis, vous regardez que M. Belayat, l'espèce de moyenne, là, on a croisé ici. On l'a croisé. Mais les signaux ne sont pas encore très, très forts. Mais si on descend en bas, mettons, de cette zone-là ici, si on descend en bas de ça, et que vous avez plusieurs signaux qui se maintiennent en la faveur d'une plonge, bien là, évidemment, vous pourriez peut-être prendre position, et puis on pourrait descendre quand même assez bas. Le point of control en daily, en 4 heures, excusez-moi, se situe ici. Donc ça, c'est le prix, en fait, qui a été le plus tradé dans les derniers mois, dans les derniers jours. Et puis, il y a eu après ça une belle envolée avec des corrections. Puis là, bien, la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que ça représente le dernier mouvement avant une correction plus sévère? Si jamais on remonte plus haut que ça, avec les technos, dans le contexte actuel, oui, on peut trader, mais on va devoir prendre des mesures parce qu'on sait qu'on marche sur une glace qui est moins épaisse qu'à l'époque. Donc, on risque plus, quand on prend nos positions haussières, sur ce marché-là, à moins que quelque chose transforme les conditions de marché actuelles, on prend un risque. Donc, quand on prend un risque, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader, mais ça veut dire qu'on va trader d'une autre façon. On va avoir des mesures qui sont beaucoup plus blindées pour ne pas se casser les dents comme des idiots. On va maintenant regarder un titre, un ETF qui s'appelle UDN. Et eux, évidemment, c'est à contrario de l'or, de l'US dollar, excusez-moi. Donc, si vous voyez ici, quand vous prenez une position ici, la position, elle est toujours contraire au marché du dollar. Si le marché du dollar plonge et que vous prenez une position ici, c'est toujours à contrario du marché. Donc, quand vous achetez cet ETF-là, faites attention. C'est quelque chose de mondain qui peut porter à confusion. Mais c'est un ETF qui est très intéressant, beaucoup de volatilité. Pas beaucoup de volatilité puisqu'il suit le mouvement de l'or. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité. Donc, vous pouvez trader ça à bon escient, c'est toujours intéressant. Un graphique, ça se lit toujours plus ou moins de la même façon. Il faut simplement comprendre le contexte, comme on vous le répète depuis qu'on se rencontre. Et là, ce qu'on voit, on est en daily ici, bien, on a été dansé au-dessus du point of control. On a ici un ancien ISI. Ça représente une référence dans l'absolu pour nous. Donc, n'oubliez pas, on est à contrario par rapport au marché. Et si le marché plonge, bien, celui-ci va se construire. Et si le marché monte, celui-ci va descendre. Donc, un mouvement de baisse ici indique que l'ETF, contrairement à la devise contre laquelle il est tradé, l'ETF se déconstruit quand la devise se construit. Que ce soit l'or ou l'argent, quand on travaille avec un ETF qui est à contrario, c'est ça qui se produit. Il y a des ETF aussi que vous pouvez trader avec un multiplicateur. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça vous permet, en prenant une position, d'augmenter la force et de l'impact de votre position, pour le meilleur ou pour le pire. Il faut savoir qu'est-ce qui se produit. Donc, pour l'instant ici, vous voyez, on a un signal avec notre rôle qui nous dit qu'on est baissier. OK? On a définitivement baissé. Donc, il y a eu un ISI puis IS low. Puis, on a eu un low SI puis un low slow. Donc, il y a une descente qui se fait. Mais là, on a comme fait un rebound. Il y a eu un gap ici. Puis, on augmente. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on va venir toucher le niveau ici? Est-ce qu'on va aller plus haut?
Parce qu'ici, vous le voyez, là, vous voyez, c'est un index bearish comparé au USD. Donc, dépendamment de ce que le USD va faire, vous allez pouvoir prendre position là-dessus et gérer la position intelligemment. La première SPDR que je vous ai montrée, c'était l'or. C'est que si j'ai commis l'erreur de présenter ça comme la devise américaine, je m'en excuse, mais la lecture reste quand même très, très intéressante, reste la même. Donc, moi, ici, je vous dirais que ce n'est pas impossible dans les prochains jours que la devise ne déglingue pas. Et à ce moment-là, on pourrait tout à fait descendre ici. Il va falloir voir ce qui va se passer. Le signal qu'on voit ici, pour moi, il n'est pas encore probant. Ce n'est pas quelque chose qui est probant. Je me donnerai une petite marge pour analyser ce qui va se passer à ce niveau-là, parce que justement, l'ETF est connecté à la devise. Donc, c'est la devise vraiment qui va me donner l'information initialement. On travaille ça comme ça. Éventuellement, je vais vous expliquer quand on prend une position. Je l'avais fait antérieurement sur d'autres vidéos qu'on avait publiées lorsque je m'occupais uniquement d'Orbital Trading. Donc, vous pouvez voir les vidéos qu'on avait faites antérieurement. Vous allez voir un peu que des fois, je prenais des engagements. On a eu très, très, très souvent raison. On tradait live souvent. Je disais, je prends une position, vous allez voir, je vous reviens la semaine prochaine. On va voir où c'est rendu. On avait quand même très, très souvent raison. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, aller voir les vidéos. Si vous avez des questions là-dessus, bien, évidemment, vous communiquez avec nous. Rappelez-vous qu'on décolle un Discord. On va faire beaucoup d'analyses gratuites. On va parler des conditions de marché. On peut répondre live aux questions que vous avez. Ça va être très dynamique à moyen terme, quand on va avoir plusieurs personnes qui vont s'être jointes à nous. Si vous voyez vidéo dans les prochaines heures, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens autour de vous qui aiment le trading, qui sont passionnés des marchés comme nous on l'est, c'est très facile, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous nous faites un thumbs up parce qu'on a besoin, c'est bon, vous savez pourquoi. Ça nous crée un référencement qui est positif. Donc, on se fie sur vous. On espère que ce qu'on vient de voir vous a plu. Et puis, on se revoit dès demain. Merci.